dans ce type de réunion, le problème est que peut-être on est à des niveaux d'information, de connaissances et d'implication différents. Alors, je vais vous dire, je vais essayer d'être le plus bref possible, même si je suis bavard, pour que la discussion permette de résoudre les questions. Alors, je vais partir de la contestation de 5 idées reçues. La première idée reçue, qui je crois est importante, Patrick m'y a invité, c'est l'idée que la création d'Israël, c'est le retour des Juifs chez eux. C'est la validation du projet sioniste. Et je crois qu'on a d'abord un devoir de déconstruction de cette idée qui apparaît comme naturelle. Alors, pour ça, j'ai envie de dire que les Juifs non sionistes ont prêché dans le désert quelques années après la Deuxième Guerre mondiale, mais Shlomo Sand nous a beaucoup aidés dans la dernière période, quand il a lancé ce qui est apparu comme un pavé novateur, qui est comment le peuple juif fut inventé. Alors, plusieurs choses à dire là-dessus. Bon, l'idée qu'avance Shlomo, c'est finalement une sorte de synthèse, il n'a rien inventé, mais de synthèse des travaux ce qu'on a appelé les nouveaux historiens israéliens, qui eux-mêmes n'ont fait que valider par le travail d'archives qu'ils ont pu réaliser pour la première fois ce que les historiens palestiniens expliquaient déjà depuis le début, c'est-à-dire que, premièrement, et ce que les archéologues et les historiens avaient fait, premièrement, la diaspora telle qu'elle nous a été présentée comme la dispersion de la totalité du peuple juif en 70 après Jésus-Christ, destruction du Second Temple, etc. Je n'ai pas une culture religieuse très forte, je ne suis pas un juif religieux, j'aurai l'occasion de le redire. Mais on sait cette thèse-là. Les juifs s'en vont. Selon toute probabilité, c'est aux alentours de 15 à 20% de la population de la Palestine historique qui a probablement été dispersée, partie, plutôt la population des villes. J'ai envie de dire que comme d'habitude, les paysans sont restés sur place, ont continué à faire leur travail, et quelque part, j'ai été déjà amené à dire que les Palestiniens, c'est les Juifs qui sont restés sur place. En général, quand je dis ça, ça ne fait plaisir ni aux uns ni aux autres, mais il est entendu que, bien sûr, ces Palestiniens, pour une part non nulle, ces gens qui habitaient là, ont éventuellement reconnu dans un Jésus-Christ le prophète et sont devenus chrétiens. Leurs descendants, pour une bonne part, ont été convaincus, certains disent de gré ou de force, que le prophète apportait la vérité et sont devenus musulmans, mais peu importe. Il y a eu dispersion. Cette dispersion n'était pas la première. Il y avait déjà, au moment de cette dispersion, des colonies juives, sur tout le pourtour méditerranéen. Et ils n'ont fait que, parfois, les alimenter, ou bien sûr créer des choses. Alors, je ne vais pas reprendre tout le bouquin de Shlomo Sand, l'histoire du royaume khazar, de la conversion, mais ça remet en cause une idée reçue, qui est que la religion juive correspond à un peuple qui serait resté endogame, et non prosélyte. Bon, cette histoire est complètement, bien évidemment, fantasmée, puisque, bon, il n'y a qu'à voir, entre les juifs ashkénazes et les juifs arabes, on voit bien qu'ils sont beaucoup plus proches de la population environnante que d'eux-mêmes, enfin entre eux, bien sûr. Bon. Et il n'y a pas d'isolat génétique du juif, même si, enfin, si ça intéresse certains, des laboratoires peuvent vous indiquer si vous avez le gène juif. Je crois que vous pouvez
je sais pas. Quand j'avais regardé ça il y a 4 ans, c'était à 140 €. Mais peut-être que je crois que ça a augmenté. Mais non. Cela dit, si le laboratoire qui fait ça n'est pas sectaire, et vous pouvez également dans le même laboratoire savoir si vous avez le gène basque et le gène celte. Bon, bien. Donc, donc il y a des gens qui payent pour ça. Ça ne marche pas à 100%. Mais ça ne marche pas à 100%. C'est le cas de ma femme. Voilà. Très éventuellement. Bon. Je ferme la parenthèse, mais on a cela, c'est-à-dire qu'on a cette dispersion avec prosélytisme, avec bien sûr mélange, etc. Et il n'y a pas peuple juif à proprement parler, au sens où il y a des communautés juives, et ces communautés juives sont des communautés à base religieuse au départ, et qui bien sûr, pour toute une part d'entre elles, vont, y compris se laïciser dans le contexte européen que l'on connaît, mais plus ou moins. Bon, ça c'est une chose. Cela dit, ces communautés ne vivent pas en Europe dans la joie et la bonne humeur. Bon, l'anti-judaïsme chrétien, je ne vais pas vous... Donc il y a un anti-judaïsme chrétien, et surtout à partir du 19e, il va y avoir la naissance du racisme biologique qui concernera tout le monde. Racisme biologique par rapport au peuple colonisé, par rapport à l'Afrique, par rapport etc. Et racisme biologique, y compris par rapport aux Juifs, donc un antisémitisme que l'on connaît. Et là, bien évidemment, j'essaie d'aller le plus vite possible. Bon, il est entendu que cette recréation par Théodore Herzl et par le mouvement sioniste d'un peuple juif est une construction. Il est entendu que, quelque part, tous les peuples sont des constructions. Je ne veux pas... dans le temps qui m'est imparti, je ne vais pas vous faire le cours sur nos ancêtres les Gaulois. Bon, mais il y a construction. Bon, mais en ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui, il y a construction de ce peuple juif. Cette construction, à partir du moment où elle est faite, elle prend une part de réalité. Sauf que, jusqu'en 1930, le sionisme est totalement minoritaire parmi les juifs d'Europe et pratiquement inconnu des juifs d'Afrique du Nord et d'Asie. Bon, donc il y a cette première idée. Il est vrai qu'aujourd'hui, et le sionisme est majoritaire dans les populations juives. Pour aller très vite, je pense qu'il y a au moins 3 raisons. Bon. La première raison, c'est bien sûr la Shoah, et le génocide des Juifs d'Europe, je ne détaille pas, qui n'est pas un truc qui est arrivé comme ça. Je veux dire, c'est pas, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais bon, mais la première raison de ce tournant, c'est bien sûr la Shoah. Mais il y en a au moins 2 autres, à mon avis. La deuxième, c'est la perception par les populations juives que, effectivement, les démocraties occidentales s'en sont foutues pas mal de cette histoire de génocide et n'étaient pas plus accueillantes en 1945 qu'elles ne l'étaient en 1930. Bon, je ne veux pas vous raconter ma vie non plus là-dessus, mais il y a effectivement le fait même qu'il n'y ait pas eu un seul bombardement sur la ligne de chemin de fer dont les Occidentaux savaient que les trains allaient vers des chambres à gaz. Bon, cette prise de conscience que les démocraties occidentales les dirigeants de ces démocraties occidentales n'ont rien fait, c'est au moins la deuxième raison. La troisième raison, je crois, c'est que beaucoup de juifs d'Europe, et en particulier d'Europe centrale, pensaient que pour dépasser l'antisémitisme et pour lutter, pour s'émanciper de l'antisémitisme, la solution n'était pas d'aller ailleurs, la solution était de faire la révolution ici. C'est-à-dire que les courants dominants étaient plutôt les courants
socialistes, communistes, bundistes, qui voyaient dans la révolution sociale la solution. Bon. La perception que le régime soviétique n'aboutissait pas à la fin de l'antisémitisme dans les régions où il dominait, que ce soit en Russie soviétique ou que ce soit au lendemain de la guerre en Pologne, a été aussi un élément qui a fait basculer une partie des communautés juives, des juifs, dans l'idée que, décidément, Herzl avait peut-être raison et qu'il fallait qu'il y ait un État que cette conception nationaliste d'un État devant correspondre de l'État-nation, eh bien, devait se réaliser. Et bien évidemment, marqué par une idéologie européenne, le fait d'aller s'installer dans un État, dans un endroit, sans se soucier de ceux qui y habitaient, n'était pas quelque chose de dramatique dans la tête des gens. Assez rapidement, d'une part, vous connaissez la fameuse formule une terre sans peuple pour un peuple sans terre. C'est pas qu'on ne savait pas qu'il y avait des habitants, mais est-ce que les gens qui étaient là étaient un peuple? C'était quand même des orientaux. Et de ce point de vue-là, d'emblée, le mouvement sioniste s'est structuré comme représentant de l'Occident civilisé venant s'installer dans l'Orient. Bon. Donc, première idée, les Juifs reviennent chez eux. Non. Bon. Deuxième idée reçue, Israël est la seule démocratie du Moyen-Orient. Ma réponse est simple, je vais aller plus vite là, parce que, y compris les derniers événements, me font gagner du temps, si j'ose m'exprimer ainsi. Israël était, jusqu'à une époque très récente, une véritable démocratie pour les Juifs qui y habitaient, avec une réelle possibilité d'expression, de représentation, d'intervention. Mais l'État d'Israël est une démocratie pour les Juifs et un État juif pour tous ceux qui ne le sont pas. Bon, à partir de ce moment-là, démocratie, vous voyez ce que je veux dire, la démocratie se caractérise non seulement par la règle de la majorité, mais aussi par le respect des minorités. Bon, il y a, Patrick l'a dit, un État d'apartheid, au sens où, y compris dans les frontières d'Israël, il y a discrimination. Discrimination non pas par le vote, il y a encore aujourd'hui pour cette minorité le droit de vote, mais qu'ils utilisent ou qu'ils n'utilisent pas, c'est un autre débat. C'est très curieux, mais en Israël, il semblerait que les classes populaires aient tendance à ne pas aller voter. Je ne suis pas sûr que ce soit le seul pays. Bien. Mais bon. Bien. Donc là, on a cette situation. Troisième idée, assez fréquente, y compris dans les milieux de gauche laïque français, peut-être même au peuple, je ne sais pas, on verra. Comment? C'est si les intégristes des deux bords n'étaient pas là, on verrait peut-être une solution. C'est-à-dire qu'on a, y compris dans la gauche française, quand on est un peu critique, bien même quand on est très critique de la politique israélienne, on a quand même la vision du conflit religieux. Alors, je crois qu'on a déjà expliqué que c'était un conflit colonial et pas un conflit religieux, conflit colonial d'un certain type, au sens où la population juive n'est pas la représentante d'une métropole, à proprement parler, sauf à considérer justement l'Europe et les États-Unis comme la métropole. Mais ça, c'est pas statique. Je crois que mon camarade Michel Warshawski, antisioniste israélien, qui a participé à la création du Centre d'information alternative, certains ont peut-être déjà assisté à une de ses conférences en France, c'est le fils du grand rabbin de Strasbourg, qui est parti à 16 ans faire ses études talmudiques à Jérusalem, et qui a découvert, on peut
peut dire l'athéisme et le marxisme, et qui a créé le Centre d'information alternative, qui est une organisation israélo-palestinienne qui a ses bureaux à la fois à Jérusalem-Ouest et à Bethléem, en Palestine. Et quand on dit à Michel, vous ne pensez pas que, comme Elie Barnavi ou Ehud Barak, que si les intégristes des deux bords n'étaient pas si importants, on pourrait trouver une solution entre gens de bonne compagnie. Michel répond, les gens comme Barnavi ou comme Ehud Barak, pour moi, ce sont les pires. Ce sont ceux qui disent « Dieu n'existe pas, mais il nous a donné cette terre ». C'est-à-dire qu'ils sont représentants de ce sionisme laïque qui, tout en n'étant effectivement pas religieux, prennent la Bible comme un livre d'histoire et de géographie. Ce qui se passe aujourd'hui à Jérusalem-Est, c'est parce que des archéologues pensent que peut-être le roi David, qui était le roi d'un petit village, si maintenant on le sait, a peut-être posé le pied là, dans le quartier de Siloam, eh bien, on peut, et on a réussi à le faire, détruire 30 maisons palestiniennes pour créer le jardin de David. Bon, on prend effectivement la Bible pour un livre d'histoire et de géographie, et on en tire les conséquences, y compris politiques. Le Hamas, effectivement, aujourd'hui, cela dit, le Hamas, qui est pour une bonne part une création israélienne, en tout cas qui a favorisé cette création, parce que pour Israël, le Hamas est quelque part son meilleur ennemi, le Hamas, bien sûr, aujourd'hui, en alliance avec les gouvernements israéliens, pousse à faire du conflit un conflit religieux. Et il prend une dimension religieuse, bien sûr. Il ne faut pas se le cacher. La religion devient force matérielle, quelque part. Il ne s'agit pas d'être naïf là-dessus. Mais ce conflit fondamentalement colonial n'est pas à l'origine un conflit religieux. Alors, la quatrième idée reçue, qui est moins présente dans les milieux politiques de gauche, mais que l'on trouve malheureusement, y compris de façon populaire, c'est, de toute façon, il faut bien voir que les Juifs dirigent le monde. Cette idée du complot juif mondial est effectivement une idée assez répandue. Qui va apparaître. Qui va apparaître. Et qui se développe. Et, bon, je n'ai pas le temps, mais le complot, vous connaissez le protocole des sages de Sion qui développait cette idée du complot mondial des Juifs et dont on sait maintenant de façon assez documentée comment un ancien agent du Tsar a participé à la rédaction de ce faux, enfin de ce truc. On sait bien ça. Et en même temps, Warshawski me disait, même les copains palestiniens les plus avertis disent bon, on est d'accord, c'est un faux, bon, c'est peut-être un faux, mais en gros, c'est quand même ça qui se passe. C'est-à-dire qu'ils perçoivent effectivement cette toute-puissance du sionisme sur les décisions de la communauté internationale comme ayant pour cause la domination juive et à la fois complotiste et réelle dans les médias, dans la banque, dans la politique. Je crois qu'il faut redire que le lobby sioniste majoritaire aux États-Unis n'est pas l'association juive, ce sont les chrétiens évangélistes. Il faut savoir qu'il y a tout un courant de la droite évangéliste sur laquelle j'ai assez peu de compétences pour vous en parler, parce que, bon, mais qui en gros considère que le Messie reviendra quand tous les Juifs seront revenus en Israël, en Palestine. Bon. Et donc cette idée messianique qui est que pour arriver à l'Apocalypse,
il faut que tous les juifs reviennent là, montre qu'il y a une alliance fondamentale entre sionisme et antisémitisme, bien sûr. Puisque ils ont tous les deux l'idée qu'il faut que les juifs aillent là-bas. Bon, c'est pas un détail. Entre nous, dans l'attitude du FN aujourd'hui, et dans le petit tournant qu'il opère entre Jean-Marie et Marine, il y a cela aussi. C'est-à-dire cette idée que les Juifs sont des Occidentaux et que c'est très bien s'ils vont, qu'ils retournent là d'où ils viennent. On retrouve cette... Et donc ma cinquième idée reçue que je voudrais combattre, et je terminerai sur celle-là, c'est de toute façon on n'y peut rien. Et ça aussi c'est une idée fort répandue, c'est bien gentil de vouloir nous parler de la Palestine, mais en fait, vu les rapports de force, on n'y peut rien. Il faut oser le premier rang. Oui. Il faut oser le premier rang. Voilà. Et je crois qu'on y peut quelque chose. Je ne suis pas le seul ici, malheureusement, on est nombreux, à avoir pu connaître la bataille contre l'apartheid en Afrique du Sud. Aujourd'hui, vous avez du mal, y compris dans nos générations, à trouver des gens qui ne participaient pas à la bataille contre l'apartheid. Tout le monde était contre l'apartheid. Le souvenir que j'en ai n'est pas tout à fait le même. Ça était plus isolé. Bon. Bon. C'est-à-dire que ceux qui y ont participé peuvent le dire aux jeunes générations. C'est comme la résistance. C'est comme la résistance, quelque part. Mais c'était comme la résistance. On est du côté des vainqueurs. Pendant des années et des années, on nous expliquait que non. Bon. On n'y peut rien. Et que de toute façon, ça ne nous regarde peut-être pas. Y compris une des gloires posthumes de la gauche nouvelle aujourd'hui en France, je pense à M. Jacques Ellul, bon, et qui est dans la grande tradition protestante, marié à une protestante d'Afrique du Sud, expliquait dans Sud-Ouest Dimanche, si vous voulez le communisme en Afrique du Sud, il faut le dire. C'était ça. Les chroniques là-dessus, sionistes par ailleurs, mais plein de qualités intellectuelles que je ne nie pas au passage. On a bataillé là-dessus. Et très franchement, la veille de la chute de l'apartheid, on ne savait pas que l'apartheid allait tomber le lendemain. Il a fallu des années et des années pour que la campagne de boycott anti-Outspan arrive à imposer à ce que les États, dans un contexte géopolitique nouveau, hein, le mur était tombé, etc., mais que dans ce contexte nouveau, les États finissent par accepter. Il a fallu, on est dans le sud-ouest, vous n'êtes pas tous du sud-ouest, avant que M. Albert Ferras accepte l'idée que ces petits ne devaient pas jouer au ballon avec l'équipe d'Afrique du Sud en rugby, il a fallu des années. Et ce n'est qu'après que Total, mais je ne veux pas parler de Total ici, parce qu'après on va me dire que j'insulte les morts, donc je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Donc, c'est vrai que ce qui a fondamentalement fait tomber l'apartheid, c'est la lutte des Noirs en Afrique du Sud contre l'apartheid. Mais c'est aussi la réponse des sociétés civiles à l'appel de la société sud-africaine et au fait que dans le rapport du fort au faible, qui était le rapport de l'apartheid quand même, il y a un moment où l'élément international a pu jouer. Je crois que fondamentalement on est dans la même situation. S'il n'y avait pas depuis 65 ans la résistance du peuple palestinien,
il n'y aurait plus de peuple palestinien aujourd'hui. Et on parlerait des Palestiniens comme on parle des Indiens d'Amérique. Bon. Mais il y a cette résistance et c'est la force principale bien sûr, de cette lutte pour l'égalité. Mais comme pour l'apartheid sud-africain, je crois que les sociétés civiles européennes peuvent répondre à la société civile palestinienne et contribuer à cette exigence d'égalité des droits humains pour tous les humains, et notamment en Palestine. Et pour reprendre un peu ce que disait Patrick, avec qui bien sûr vous avez remarqué que ce n'était pas un débat contradictoire, il est peut-être que le débat contradictoire viendra maintenant. Il est entendu que dans cette campagne BDS, nous répondons à un appel de la société civile palestinienne. Cette réponse-là, on l'a fait de façon diversifiée. Tout le monde n'est pas forcément... si vous le souhaitez, on parlera de l'état du mouvement de solidarité et des débats qu'il peut avoir. Mais il y a fondamentalement cette idée de répondre à la société civile palestinienne par cette campagne, qui prend aussi d'autres formes. C'est-à-dire, quand on dit campagne BDS, je devance un militant du MPEP ici présent pour dire que il y a aussi d'autres aspects de la lutte. C'est-à-dire que boycotter Israël, c'est aussi chercher à promouvoir, dans les limites qui sont les nôtres, la diffusion des produits palestiniens qui peuvent exister. Boycotter Israël, c'est, d'un autre côté, engager avec les Palestiniens eux-mêmes des liens personnels, collectifs, de jumelage, de solidarité et autres. Boycotter, demander des sanctions contre Israël, c'est aussi promouvoir la culture palestinienne, les auteurs palestiniens, y compris quand ils ne peuvent pas venir, puisque... Et puis lutter contre l'idéologie dominante. Je terminais de façon, comment on dit, plaidoyer pro domo. Je pense que les aspects que j'ai développés sur l'idéologie dominante, c'est-à-dire ce renvoi dos à dos des Israéliens et des Palestiniens, cette idée que c'est logique que les Juifs veuillent habiter là, ils reviennent là, etc. Tout ça, c'est l'idéologie dominante. C'est l'idéologie dominante des manuels scolaires et des programmes scolaires. C'est l'idéologie dominante de la presse. Et sur chacun de ces terrains, on a un travail de contre-intervention important. J'ai peut-être été plus long que toi. Merci beaucoup.